Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire Un jour une start-up organisé par le Hub Francia avec la start-up 22. Je suis Gaëlle Pinson, DG du Hub Francia, une association dont la mission est d'accélérer l'appropriation de l'IA, l'utilisation de l'IA par ses membres, des grands groupes, des start-up, des PME, ETI. Notre action Un jour une start-up, c'est les start-up du Hub qui vous expliquent un cas d'usage de l'IA appliqué à un secteur donné et qui vous présente leurs solutions. 22 est un membre très actif du Hub Francia. On est engagé sur plein de projets ensemble, dont aussi le PACIA, projet d'accompagnement des PME ETI à l'utilisation de l'IA, un programme de la région Île-de-France dont le Hub Francia est copilote avec l'IMT TerraLab. Voilà, donc on est vraiment très heureux d'être là avec vous. Question pratique, vous êtes très nombreux à vous être inscrits, plus d'une centaine. Vous nous avez adressé des questions en avance, on en est ravis. Vous pouvez continuer de le faire par l'interface questions uniquement, pas par le chat. Et on vous invite aussi à répondre ensuite au petit sondage. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à William Eldin, CEO de 22. Merci beaucoup Gaëlle et merci à tous. Bonjour à tous. Ça met un peu la pression quand même de dire qu'il y a des centaines de personnes qui sont là, mais bon bref, je vais vous expliquer un peu ma vision des choses aujourd'hui, pourquoi je crois en l'intelligence artificielle et en l'automatisation. Bonjour à tout le monde et merci d'être présent ce matin. Tu as l'habitude, William, Jérôme Massé, merci. Donc premièrement, je vais parler un peu d'introduction à l'IA en termes de vision par ordinateur. Ensuite, on va parler un peu des villes de demain équipées d'IA, parce que c'est vrai que c'est la chose qui booste bien en ce moment. Ensuite, on va parler un peu d'IA et de performance pour l'industrie. Ensuite, grosso modo, pourquoi il ne faut pas forcément avoir peur de l'IA, etc. Et pour finir, automatiser pour mieux se protéger, entre guillemets, sortie de Covid, etc. On peut se dire que l'automatisation aurait permis pas mal de choses. Pour commencer sur 22 et faire une petite introduction quand même, 22 aujourd'hui on est une soixantaine, on a 4 ans et demi d'existence et on fait de la vision par ordinateur, donc on fait de l'analyse d'images. Alors on s'est spécialisé vraiment en temps réel et on fait de l'analyse donc vidéo sur des cas d'utilisation vraiment diverses et variés. Que ce soit dans le domaine de la sécurité, qui est plutôt une transversale maintenant, ou le retail, ou encore une fois l'industrie. Donc, pour moi, il y a plusieurs catégories d'IA déjà. C'est forcément tout ce qui est autour de la donnée, ensuite tout ce qui est autour du son, ensuite tout ce qui est autour de l'image, et ensuite plutôt ce qui est de la robotique, donc de la conversion théorique et algorithmique vers quelque chose de concret et de pratique, donc nos bras finalement. Je n'ai pas commencé dans l'IA par être un ingénieur ou être un docteur, etc. J'ai commencé dans l'IA en fait par un constat. À l'époque où je travaillais chez Coyote, les avertisseurs de radar, on avait fait justement un algo de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse et c'est vraiment là que m'est venu le choc de l'intelligence artificielle et qui a fait que en fait, je me suis dit waouh, si on fait une base de données qui est plutôt bien faite, avec un réseau de neurones derrière, auquel on apprend cette chose-là, et ensuite on met ça derrière une caméra, et du coup, ça pourra reconnaître tout un tas de choses. Et en fait, c'est là où j'ai un peu ma vision du monde qui a changé, parce que depuis beaucoup de temps, je me demande pourquoi l'humain est accroché à la performance. Je me demande pourquoi l'humain veut absolument être quelqu'un d'expert et de performant sur un système qui le considère que sa performance financière. Et du coup, je me dis aussi que de temps en temps, il serait bon de respecter l'humain et de mettre l'humain dans des conditions plus agréables et pas forcément dans des conditions de torture, de profitabilité, etc. Et je pense que justement, toutes ces automatisations qui doivent arriver grâce à des IA et autres d'ailleurs, sont en train de changer un peu la vision qu'on a de l'humain et on se dit pourquoi pas automatiser tout un tas de choses pour permettre justement que l'humain puisse créer derrière. Et tout ça pour dire que, bien sûr, qu'au milieu, il y a cette période de transition justement sur le fait que on va détruire des emplois, mais on va en fabriquer beaucoup d'autres. Et ce n'est pas le thème forcément
l'emploi et l'intelligence artificielle de ce webinaire. Mais pour le coup, c'est vraiment ma pensée profonde, c'est-à-dire que l'être humain doit être accroché à ce qu'il a de plus performant pour moi, c'est-à-dire sa créativité et ses sentiments. Donc, on doit se servir de lui pour créer des choses au-dessus du logiciel. Et tout ce qui est automatisation et robotisation, je ne trouve pas ça normal que l'être humain fasse des jobs comme ça. Donc, être caissier dans un supermarché, souvent on me pose la question, William, pourquoi tu détruis les caissiers et que tu leur fais perdre leur job? J'ai tendance à répondre que non, je ne détruis pas leur job, que pour moi, l'hérésie, c'est d'avoir mis un être humain à une tâche aussi répétitive et non complexe qui permet en aucun cas d'exploiter la valeur humaine. Donc du coup, je suis très à l'aise pour vous dire que l'automatisation de ce système est une nécessité et je suis très à l'aise aussi pour vous parler tout au long de ce webinaire justement de tous les cas d'utilisation qui sont intéressants pour pouvoir justement avancer avec de l'intelligence artificielle. Donc il y aura un volet cas d'utilisation et il y aura un volet forcément réglementation, RGPD et compagnie. Le premier terrain sur lequel je veux vous emmener, c'est vraiment le terrain de l'implantation justement de l'IA dans notre quotidien. Alors on parle souvent des entreprises, mais c'est vrai que la chose que je vois aujourd'hui exploser, mais quand je dis exploser, c'est que on a des demandes vraiment dans tous les sens et on essaie de composer un catalogue le plus complet possible, mais c'est l'IA dans les villes. Dans les villes, on a déjà des réseaux de caméras qui sont implantés dans les villes et qui servent uniquement à la sécurité. Pourquoi ne pas se servir d'autre chose? Alors bien évidemment, on est dans pas mal de villes en France et on fait des tests à droite à gauche. Et ces villes en France nous demandent dans un temps ce qu'elles connaissent, c'est-à-dire de la sécurité. Donc, je pense que tous les gens qui regardent sont assez affûtés à l'intelligence artificielle. Et vous savez que on peut reconnaître des squelettes sans l'identité. Je ne parle vraiment pas d'identité, on s'en fiche dans ces cas d'utilisation. Donc, on reste RGPD et CNIL compliant. Mais par contre, on est toujours, on reconnaît des squelettes et un squelette qui arrive avec une dynamique très élevée sur un autre squelette où il y a friction et ensuite quelqu'un qui tombe et l'autre qui part, c'est assez facile avec des règles logicielles et des algorithmes d'IA de dire tiens, là il y a eu une agression et repérer une agression en temps réel. C'est très facile aussi, et tous ceux qui regardent et qui connaissent l'IA, de faire du zoning d'un endroit où les humains n'ont pas le droit de rentrer et de dire, là, sur ce flux vidéo-là, cet endroit-là, dès qu'il y a un humain qui rentre, tu sonnes, comme ça on peut interpeller. Et c'est de plus en plus facile aussi de dire, cet endroit-là où tu veux pas qu'il y ait d'humains qui rentrent et tu veux interpeller, c'est top, mais ça fait chier parce que ça sonne à chaque fois qu'il y a un flic, un policier qui rentre à l'intérieur. Donc, est-ce que tu peux apprendre une tenue de policier et faire en sorte que ça ne sonne pas, justement, dès qu'il y a un policier qui rentre dans cette zone? Et en fait, c'est possible. On vient agrémenter un nouveau réseau de neurones par-dessus, la reconnaissance d'un uniforme, et ça sonne quand c'est pas un uniforme, et ça sonne quand c'est pas un uniforme, et quand c'est un uniforme, ça sonne pas. Donc, toutes ces choses-là, c'est facile à implémenter. Quand je dis que c'est facile, bien sûr, il faut le GPU, il faut tout ça, il faut plein de choses à côté, mais voilà, ça commence à être palpable. C'est aussi facile maintenant d'être créatif, mais de sortir de la sécurité et de rentrer dans quelque chose qui nous est cher à tous, je pense, dans nos villes, de l'élu jusqu'aux citoyens, c'est la propreté. C'est très facile d'apprendre une poubelle et de regarder son niveau de remplissage et quand c'est à 75% rempli, d'envoyer un message au service ramassage pour pouvoir justement venir vider la poubelle. C'est très facile d'avoir un trottoir qui est habituellement complètement vide et de voir qu'il y a 3 sapins de Noël, 2 cartons et un lit en travers et de dire attends, ça c'est des dépôts sauvages, ça c'est environ tant de mètres cubes, allô le nettoyage de manière automatique et logicielle, prévoyez un camion de 20 mètres cubes parce que là il va falloir venir ramasser le truc. Et donc, en fait, tous ces axes de propreté, on est en train de les développer et on constitue un catalogue qui est de plus en plus riche sur la propreté dans la ville. Justement, on en est même à essayer d'inventer des indicateurs sur la propreté en termes de heatmap et avoir un indice de propreté de la ville. On parle de propreté, mais on peut aussi parler de fluidité et de trafic.
Enfin, c'est tout bête, mais c'est quelque chose, c'est un enjeu important. Nous, les bureaux sont à Suresnes, sur les quais. Les quais, c'est 2 fois 2 voies, c'est énormément de bagnoles qui passent tous les jours, encore plus dans les heures de pointe. Je ne sais pas, moi, imaginez demain qu'il y ait des feux rouges intelligents et que ces feux rouges-là, il y ait des caméras à l'intérieur et que ce feu rouge, elle compte le nombre de voitures et elle dit, bon, si sur l'axe non prioritaire, il n'y a qu'une voiture qui attend depuis 2 secondes et que là, sur l'axe principal, il y a plein de voitures qui arrivent, alors, avec des règles, on arrive facilement, donc avec de l'IA, à reconnaître les voitures, mais surtout avec des règles à dire, non, ça vaut plus le coup, écologiquement parlant, de ne pas arrêter 62 voitures et de les faire redémarrer tout ensemble, mais de les laisser passer et de faire passer la personne dans 37 secondes parce que les 62 voitures vont passer en 37 secondes. Et comme c'est assez facile aussi de dire, on a arrêté l'axe principal, il y a une trentaine de voitures qui sont arrêtées, mais regarde, au loin, il y a les secours qui arrivent, il y a les pompiers. Donc, vite, passe au vert parce que tu as les pompiers qui arrivent et pour éviter de les stopper, il va falloir accélérer. Donc, en fait, et on peut aller dans tout un tas de cas d'utilisation, en fait. C'est quasi infini. Du moment qu'on est créatif et qu'on a des bons algorithmes et un bon réseau et des bonnes puissances de calcul, on arrive à monter assez facilement là-dessus. Je parlais de sécurité, j'ai parlé de propreté, j'ai parlé de fluidité du trafic, mais on peut même aller jusqu'à extrapoler sur, en ce moment là, c'est la folie des pistes cyclables. Parce que forcément, post-confinement, les transports c'est un peu compliqué, donc on met plein de choses en place pour pouvoir justement optimiser les transports trottinettes, les transports vélos, etc. Et dans des villes du sud-est de la France, on a installé des choses qui permettent justement de compter le nombre de vélos qui passent sur les pistes cyclables, prévenir s'il y a une voiture ou un camion de livraison qui vient obstruer la piste cyclable dans des horaires où il est essentiel qu'elle soit libérée parce que c'est des horaires fortes, et de conseiller aussi à la ville une mauvaise ergonomie de la piste cyclable ou même une mauvaise ergonomie du trafic. Et bien sûr qu'on peut aller jusqu'à la vidéo-verbalisation, parce qu'un camion livraison qui est en plein milieu d'une piste cyclable et qui dit qu'il y a un cycliste toutes les 22 secondes et qu'il faut éviter et qu'il prenne des risques et il y a eu un accident hier, vaut mieux la dégager, cette camionnette qui fait chier tout le monde, parce qu'elle est au milieu et elle n'a pas à être là. Donc, on peut intervenir. Donc, voilà en gros pour la ville. Et puis, bien sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut connecter ça à un jumeau numérique, avoir des hyperviseurs pas possible. Et puis, mais je pense que de toute façon, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont en ligne, que les gens qui travaillent pour les hyperviseurs, c'est le sens de l'histoire aussi, c'est pouvoir augmenter de la donnée et pouvoir avoir plus de capteurs et pouvoir avoir un jumeau numérique de la ville avec des actions en temps réel. Et en fait, ce que ça fait ni plus ni moins une IA sur la ville, c'est que ça accélère tout un tas de choses sans le besoin et la nécessité de rajouter tout un tas de personnes dans les centres de contrôle télévisés. Alors après, on pourrait vraiment passer 1 heure sur le thème de la ville, parce que honnêtement, la ville, elle est tellement riche. On va dernièrement jusqu'à essayer de faire des captations avec caméras thermiques, des fuites de chaleur des immeubles pour avoir justement, parce que vous savez, les villes sont notées en termes de CO2, etc. maintenant, et puis du coup, le chauffage, ça consomme, et on est vraiment en train d'essayer de comprendre comment on peut faire pour aider aussi l'environnement et l'écologie grâce à de la vision par ordinateur, parce qu'elle est multiple et variée, et on arrive à voir, tiens, il y a cette fenêtre-là où il y a un vrai problème parce que ça fuit la chaleur, donc peut-être conseiller à l'immeuble de changer ses fenêtres. Enfin bon, voilà, toutes ces choses-là, et c'est infini. Du moment qu'on sait voir des humains, voir des objets, faire des règles logicielles par-dessus, on peut vraiment aller vers tout un tas de choses. Dernièrement, on avait des villes qui nous demandaient, vous savez, il y a pas mal d'enfants perdus ou sinon même de personnes qui ont Alzheimer en pleine nuit et qui se baladent et qui ne retrouvent plus leur maison. Et en fait, on peut même les retrouver avec des algos de tracking non biométrique. Donc, on se réfère aux vêtements, au volume, etc., de couleurs. Et ces choses-là, on peut aussi les détecter. Et donc, c'est ce qu'on fait tous les jours dans les villes. C'est pour ça qu'on se met sur les réseaux existants de caméras et on vient rajouter tout un tas d'algorithmes qui apportent de la valeur, pas qu'à la police. Vraiment, l'objectif est d'apporter de la valeur à la ville entière. Et j'aimerais tellement, petit à petit, mettre la vision par ordinateur au service du particulier, mais c'est pas encore évident parce que du coup il faut développer des algos et ça coûte cher.
Et pour les vendre aux particuliers, on n'a pas encore toutes les clés. Le marché est assez nouveau et tous ceux qui m'écoutent, vous êtes les bienvenus si vous avez plein d'idées, avec plaisir. Je dis bonjour à tout le monde avec un peu de retard, je vois que ça continue. Bonjour à tous. Ensuite, vous imaginez Paris demain. Paris, si c'est tout automatisé et si on arrive, alors l'objectif étant de piétoniser, mais vous imaginez une ville comme ça, comme on peut la réguler en temps réel et avoir une intelligence temps réel avec tout un tas de choses temps réel, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut rajouter ce qu'on met pas nous parce qu'on n'est pas assez, quoi. Donc voilà, comment on peut accélérer cette implantation dans les villes, parce qu'aujourd'hui, le gros problème reste le coût de la puissance de calcul. Donc du coup, comment on peut augmenter ça? On bosse à réduire nos algos, on bosse à avoir des cas qui sont héroïstes pour les villes et les citoyens, parce que quand on voit le bénéfice ou la valeur, on a tendance à plus investir. Et tous ces cas d'utilisation sont en train de se créer. Donc voilà, ça deviendra une commodité dans 10, 20, 30 ans peut-être, mais là, aujourd'hui, on commence à implémenter et ça commence à bien fonctionner. C'est ça qui est cool. C'est que c'est pas là à sonner bêtement et n'importe comment dans tous les sens, quoi. Donc voilà. Pour la partie ville, je voulais vous parler un peu de ça et vous essayer de vous ouvrir le champ des possibles, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles maintenant, et vous pouvez vous adresser à nous ou à tout un tas de collègues qui ont des boîtes qui font la même chose et qui ont d'autres idées d'ailleurs. Donc l'IA pour la ville, pour moi, est quelque chose de très performant et avec beaucoup de cas d'utilisation avec de forts ROI, pas que financiers, vraiment dans la vie du citoyen. La deuxième partie, c'est une partie plutôt sur l'industrie. Parce que vous savez qu'on bosse dans les villes, dans les gares, dans les aéroports, sur la partie sécuritaire, mais on bosse aussi pas mal en retail, j'en parle pas aujourd'hui, mais on bosse aussi pas mal dans l'industrie. Et dans l'industrie, il y a tellement de choses à faire. Alors ce qui est agréable avec l'industrie, c'est qu'ils ont l'habitude de voir rentrer des nouvelles technologies. Donc du coup, ils savent prendre des boîtes comme nous, les mettre dans leur on va dire, dans leur monde industriel et être capable de délivrer des choses de malade. Je peux parler dans un premier temps de tout ce qui est kitting, de la prise de produits et de la dépose, en fait. Du moment qu'on sait reconnaître un humain, qu'on sait reconnaître de la prise et de la dépose avec les mains, on peut imaginer tout un tas de choses. Le matin, le boulot de quelqu'un qui monte des voitures toute la journée sur des chaînes de production, c'est aller le matin à une demi-heure de sa chaîne de production, chercher les pièces de sa voiture, et bien les sélectionner, ne pas se tromper. On l'aide à ça. Comme ça, il gagne du temps. Comme ça, il ne revient pas dans la journée chercher quelque chose qu'il a oublié. Et comme ça ne coûte pas des centaines de milliers de voitures à la fin de l'année et des centaines de millions d'euros. Donc, on optimise finalement le temps humain à la productivité dans un temps 1 pour, j'espère, petit à petit, se passer de l'humain pour pouvoir justement lui laisser de la valeur qui ne sera peut-être pas sur une chaîne de montage sur autre chose. Et tout ça se passera sur plusieurs générations. Donc, je ne veux pas mettre de la peur dans les cerveaux, mais on va aider l'humain à ne pas oublier le 8e rétroviseur de la 8e voiture qu'il doit monter, parce que sinon, à 11h20, il aura fini et il aura arrêté une voiture. Et s'il fait ça tous les jours, à la fin de l'année, c'est 365 voitures. Donc, du coup, on fait attention à bien regarder et à lui pousser ce qu'il a oublié ou ce qu'il n'a pas pris. Ensuite, l'IA, elle est magique parce que si on reconnaît les pièces et si on reconnaît les personnes et l'objectif, c'est de faire la voiture, on arrive à dire telle pièce a été mise à tel endroit, sur telle voiture, par telle personne, à telle heure. Et vous savez, dans le souci du véhicule autonome 2000 et quelques, là, je ne sais plus combien exactement c'est, l'objectif, c'est d'avoir justement une traçabilité vraiment parfaite sur quelle pièce a été montée par qui, à quel moment, pour des questions de responsabilité. Et c'est la loi. Donc, du coup, l'objectif est vraiment de suivre qui monte quoi à quel moment pour optimiser, encore une fois, et contrôler le process. Francia me pose une question. Un hyperviseur, à quoi ça sert? Alors, on revient à la ville. Un hyperviseur, ça sert à cumuler toutes les vidéos des différentes caméras de la ville sur un écran, sur des écrans, sur un mur d'écran, et où on peut justement avoir une action sur chaque caméra avec des zooms, etc. Vous les voyez, ça s'appelle, ces endroits où il y a les superviseurs, ça s'appelle les CSU, les centres de sécurité urbains.
Et les hyperviseurs, alors je sais qu'il y a David qui est là et qui écoute, donc Milestone est un hyperviseur. Je sais aussi qu'il y a d'autres personnes de chez Genetec qui sont là. Donc du coup, Milestone, Genetec et CASD en France sont des gros hyperviseurs, mais il y en a plein d'autres qui sont en train de se développer. Et l'objectif de l'hyperviseur, c'est d'avoir un maximum d'actions notables et d'informations temps réel, en sachant qu'un humain peut regarder 4, 5, 7 caméras en même temps et surtout pas 500. Salut David, tu dis présent. Donc du coup, je reviens sur mon petit contrôle de qualité et de conformité. Alors, sur la conformité et la traçabilité, sur le contrôle qualité, vous avez des boîtes magiques qui font ça, qui sont Up Francia aussi, Scortex et compagnie, avec Emeric, bonjour. C'est pareil, c'est le contrôle qualité, c'est la même chose. Vous expliquez que votre iPhone, il doit être comme ça et comme ça à une base de données. Vous apprenez ça à un réseau de neurones et vous regardez tous les iPhones qui passent sous la chaîne de production. Si ça ne correspond pas au pixel près, on est capable de dire attention, celui-là, il a un problème. Et donc, du coup, ça permet de sortir de la chaîne de production directement le sujet, le message. Alors, je bug un peu parce que je lis les messages et le message de Lionel est long. Donc, du coup, je m'excuse offensive au point Goodwin. Je ne peux m'empêcher de penser qu'avec vos outils… Hein, alors, ouais, bon, c'est les débordements et j'ai tendance à dire à chaque fois que, bien évidemment, j'ai une moto qui monte à 300 km/h. Je peux aussi rentrer dans plein de gens et les tuer. C'est pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a des règles autour de l'IA et bien évidemment que l'éthique doit être très importante. Mais Lionel, attends un petit peu, c'est le chapitre un peu plus loin sur l'éthique. Je vais vous en parler aussi, mais promis, j'y répondrai. Donc, je reprends sur mon contrôle qualité. Donc, vous avez bien compris, la supply chain, la maintenance, il y a des trucs de malade. Pareil, j'adore Luca Verret de la boîte Prophétie. Je trouve que son capteur est magique. Quand on parle de maintenance, aujourd'hui, on arrive avec un certain type de caméra. Allez voir Prophétie, si à la fin, comme voir en anglais. Allez voir, c'est vous mettez la caméra en face d'une machine. La machine a un taux de vibration normal. Le jour où ça déconne, ça vibre d'une manière différente. Et bien du coup, là, on le voit. Hop, ah ben tiens, elle vibre d'une manière différente parce que le capteur est tellement précis sur le mouvement de pixels qu'on arrive à voir vraiment des micro-vibrations. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais l'IoT le fait avec un petit objet qu'on colle à chaque truc. Ouais, je suis d'accord. Mais là, une caméra peut faire un ensemble de machines et peut faire même d'autres cas d'utilisation. Donc, en fait, c'est là où c'est fou, tout ce qui est vision par ordinateur. C'est que, en fait, notre vision du monde peut être augmentée par ces choses-là, avec, en plus de ça, nos codes de fonctionnement. Une machine qui vibre, c'est une machine qui potentiellement va être en panne. Donc, du coup, s'il te plaît, la caméra, tu te mets là. Tu regardes les 18 machines qui valent 25 millions d'euros. Dès qu'il y en a une qui vibre anormalement, tu me le dis. En même temps, s'il y a un humain qui chute entre deux machines, tu me le dis. Et en même temps, s'il y a la lumière qui est allumée alors qu'il n'y a pas d'humain, c'est nul, donc tu l'éteins. Donc, écologie, maintenance, sécurité. Et c'est ça la magie, finalement, de la vision par ordinateur. C'est le fait que on peut empiler les cas d'utilisation derrière un capteur du moment qu'on a du GPU, donc la puissance de calcul disponible. Donc en gros, pour revenir sur l'industrie, ce que ça fait, c'est que ça motive la performance forcément parce que tu vas optimiser tes coûts, etc. Et ça permet justement une meilleure visibilité temps réel. Et ça permet aussi forcément de faire en sorte d'avoir des cas d'utilisation qui permettent à l'humain de faire autre chose. En gros, c'est ça. Donc, si je vous le dis clairement, c'est remplacer des humains qui sont mécanisés à des endroits, en effet, pour pouvoir les mettre à d'autres endroits. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre débat. J'ai de quoi dire là-dessus, sauf qu'il me reste qu'une demi-heure déjà. Ça passe vite. J'ai deux questions. La première, pensez-vous que l'IA réponde à des enjeux de souveraineté? Ça, c'est une question d'Antoine ou de quelqu'un derrière. L'IA, marché ou technologie transverse? C'est Stéphane. Alors, du coup, pensez-vous que l'IA réponde à des enjeux de souveraineté? Qu'est-ce que la souveraineté? Je suis citoyen du monde. Non, je fais mon petit mec à deux balles, mais en gros… Oui, je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce que dans un rapport de force mondial sur de l'actif, l'IA fait partie d'une valeur
d'une mine d'or, en gros. Donc, moi, je dirais plutôt la donnée avant l'IA, parce que l'IA devrait peut-être devenir une commodité, tout ce qui est réseau de neurones et tout. Par contre, la donnée est importante, donc dépêchez-vous de classer vos données et de les valoriser, parce que je trouve que la donnée reste le cœur. Alors, la donnée plus le métier, parce que, tu vois, je prends une boîte comme Aéroport de Paris, qui est magique. On a beau faire ce qu'on veut pour elle et leur proposer plein de choses. La vérité, c'est que tu trouves les vraies choses quand tu es à côté des gens qui font les métiers. Et c'est ce qu'ils ont compris. Et du coup, c'est pour ça que c'est trop bien. C'est qu'on parle à l'aéroport de Paris, mais on leur dit, nous, on apporte la techno, vous avez le métier. Et la synergie, elle est dingue. Donc, du coup, c'est donner plus métier. Et nous, on a besoin de ça. Donc, ouais, je pense que la souveraineté se joue sur ça. L'expertise humaine sur chaque métier, ça, c'est très important, c'est même le plus important. Et ensuite, la donnée. Après, l'IA, marché ou technologie transverse, moi, je pense que c'est un outil. Et c'est un outil de la même manière que l'outil qu'on développe et qui est à l'intérieur de notre boîte crânienne qui s'appelle le cerveau et ce sur quoi on a créé des établissements qui, depuis tout petit, nous apprennent des choses, nous notent et nous font passer de classe en classe et on appelle ça l'école. Mais pour l'IA, on ne forme rien comme ça. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est oui, commencer à considérer l'IA comme une technologie transverse ou même quelque chose qui va déferler un peu partout. C'est un outil. Stéphane, l'IA résume-t-elle à la vision par ordinateur? Non, mais il fallait être là au début, Stéphane. J'en ai parlé. C'est le son, la data, tout ça, bordel. Geneviève, que pensez-vous du stop Covid? Moi, je suis pas. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je trouve que à la limite, le fond, quand il est dénué de trucs bizarres, il est bon. C'est voir à peu près où sont les malades pour essayer d'avoir une espèce de carte en réel et de ça. Après, c'est fait à la politique, quoi. Donc c'est fait en mode pas super rassurant et pas super techniquement fiable. Mais bon, bref, c'est pas grave. Dédicace à nos amis de Capgemini qui ont bossé dessus comme des malades. Quelle différence entre computer vision et visual AI? Oh, c'est trop technique, on va perdre tout le monde, Patrick. Simon, d'ailleurs, est-ce que l'on pourrait repenser la notion d'intelligence artificielle que l'on compare à Mais ouais, grave. Mais après, la langue française est pauvre, hein, c'est-à-dire que elle est très très riche et je suis d'accord, mais comparé à l'émotion qu'on est capable de ressentir, il n'y a pas assez de mots en fait. Donc, je suis complètement d'accord. C'est pas une intelligence artificielle. Pourquoi c'est ça? Parce si le vrai truc, c'est qu'on s'accroche à l'intelligence humaine pour pouvoir essayer de l'imiter. Et c'est ce qu'on fait en permanence. Donc, c'est pour ça qu'on dit intelligence artificielle. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait même pas l'intelligence humaine et réelle. Qu'est-ce que c'est? Donc, je suis assez d'accord avec toi, Simon. Patrick, peut-on appliquer la computer vision sur un digital? Ah, ça a sauté, je le vois plus. Digital twin. Oui. Va voir Paris La Défense. Ils ont un hyperviseur qui fait un peu ça et ils essayent justement de faire un jumeau numérique du truc et ça commence à devenir pas mal. Hub France, existe-t-il un intérêt pour associer vos briques technologiques aux IoT? Ouais, ah ouais, carrément. Carrément, parce que ça vient dire d'autres choses et rassurer. En fait, comme toi, tu as des yeux, une bouche, un nez et des oreilles, donc des sens qui se rassurent pour essayer de comprendre le monde. Et bien, plus il y a de capteurs, plus l'algorithme peut être rassuré, et donc du coup, plus ça peut être bien. Dans une logique knowledge, avez-vous des exemples de computer vision dans le secteur de l'immobilier? Je suis en réunion justement dans une boîte qui fait de l'immobilier, ils m'ont laissé dans la salle, et en effet, oui, on est en train d'en parler. Donc, ça va arriver, secret. Que pensez-vous du nudge par IA? Geneviève. Et Stéphane, quels sont les principaux freins selon toi à l'essor du computer vision? Nous, on est les freins, nous. Je reprends mon fil parce qu'il est déjà 30, j'essaie de regarder les questions, mais comme j'ai un fil qui a été bien cadré, j'essaye de le descendre petit à petit. Donc on était sur l'industrie et la performance, et j'espère que vous avez compris tout ce que ça peut faire. Et encore, je vous ai parlé d'une micro-industrie, parce qu'on peut aller dans l'industrie du recyclage. J'aime bien sortir cet exemple où la vraie différence entre un pot de Nutella et un pot de Nutella, c'est savoir s'il a été passé au lave-vaisselle. Parce qu'un pot de Nutella sale ne va pas dans le même bac qu'un pot de Nutella propre, parce qu'ils ne se recyclent pas de la même manière, ils n'ont pas la même pureté. Donc des IA au-dessus des robots, ils peuvent voir et justement catégoriser ces choses-là. Ah, pot de Nutella sale, pot de Nutella propre, pot de Nutella sale, etc. Ensuite, je voulais parler un petit peu justement, je voulais arriver à 30 sur le domaine que ça fait peur. Et je trouve justement que
l'IA, forcément, peut faire peur quand on la connaît et quand on l'explique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles, peut-être pas assez tout le temps parce que on est des fois un peu paumé, mais il existe des règles. Donc forcément qu'on est RGPD compliant et que on fait en sorte de jamais prendre l'identité personnelle des gens et surtout on fait en sorte de jamais pouvoir remonter à l'identité de la personne. Donc le RGPD est quelque chose qu'on doit avoir en conscience et d'ailleurs on doit tellement l'avoir que on a pris une juriste en interne et que Marine, bonjour, et justement, elle est aiguisée sur ce genre de sujet et elle nous permet d'accélérer le cycle de vente justement parce que elle rassure les clients et elle a un lien direct avec la CNIL, qui d'ailleurs, j'en parle juste derrière, qui est hyper importante la CNIL. Je sais pas si je l'ai dit au début, j'étais chez Coyote avant, les avertisseurs de radar, et je me rappelle quand on s'est fait interdire en 2011. On a dû aller politiquement expliquer le concept et le produit. Et donc, du coup, il a fallu se rapprocher de tout ça alors qu'on n'était pas très proche au tout début. Ce que j'ai compris maintenant en conclusion de toute cette histoire que j'ai vécue avant, c'est vraiment le fait qu'il faut être proche de la CNIL et qu'il ne faut pas dérailler. On a des entreprises, et sûrement mes collègues qui écoutent en ligne, on a des entreprises qui sont capables d'être très puissantes et d'avoir un pouvoir de nuire très fort, parce qu'on fait des choses qui sont vraiment à haute technologie et à haute valeur ajoutée. En gros, clairement, on peut faire des missiles à tête chercheuse avec un objectif de frapper pile poil quelque chose. C'est réalisable en vision par ordinateur et vu tous les talents qu'on a dans nos entreprises. Donc, en fait, ce qui est vraiment important, c'est respecter les règles, avoir forcément une bonne éducation, ensuite avoir une bonne intention et une bonne vision, et je vais vous en parler après, et forcément faire en sorte justement de se calquer et d'aider à construire aussi les règles de demain. J'aime bien en ce moment me rapprocher de tous ces milieux-là parce que c'est super sexy aussi de pouvoir construire les règles de la technologie sur laquelle tu construis ton entreprise. Donc, CNIL à mort, on essaye de s'inspirer des livres blancs de la Commission européenne, etc. Et on fait beaucoup d'analyses d'impact. Pour chaque sujet, en fait, on fait une analyse d'impact. Tout à l'heure, je ne sais plus qui m'en a parlé, mais on a parlé d'éthique. Et en effet, alors on est plus de 60 personnes aujourd'hui chez 22, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on commence à avoir du volume. Et ce volume-là, au bout d'un moment, tu perds un peu de sens et tu as des projets qui rentrent dans tous les sens, des produits qui sortent dans tous les sens. Et du coup, on a eu besoin, quand on avait des choses qui foncièrement on ne voulait pas faire parce qu'on n'aime pas faire du mal, venaient à nous et nous proposaient beaucoup d'argent. Et on a dû créer un comité éthique. Je trouve ça complètement naturel. On a créé un comité éthique, on a créé une charte éthique où dedans, on s'engage sur notre vision du monde et le développement justement de nos algorithmes. Cette charte éthique va être rendue publique dans pas longtemps. Et cette charte éthique, je peux vous en lâcher 2-3 choses, mais elle fait un rappel à nos valeurs. Donc vous verrez nos valeurs de bon sens, de ci, de ça. Et elle dit quelque chose de très clair, c'est on ne construira pas d'algorithme pour tuer un être humain directement ou indirectement. Ça, c'est la base. Et ensuite, il y a tout un tas de choses qui complexifient, mais qui ne reviennent pas sur cette loi-là. Donc, voilà, si vous voulez être un peu au courant de ce truc-là, on va la mettre en ligne dans pas très longtemps sur notre site web. Avant de passer à l'étape d'après, qui est automatisée pour mieux se projeter, je vais répondre à quelques questions parce que je vois que vous m'en avez laissé pas mal. Je vais reprendre à Hub France IA à 11h30, il y a 5 minutes. Avez-vous des cas d'usage, belle initiative, dans la relation client? Et quels sont les bénéfices, Eric? Dans la relation client, dans les magasins, des trucs comme ça, non, on ne fait pas trop ça encore, parce qu'il y a un autre truc dans notre charte éthique, c'est qu'on ne veut pas accrocher ça à de la consommation. Moi, je suis un peu contre le business model de la publicité, etc. Je trouve que c'est d'ailleurs celui qui effraie ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle. Donc, je ne veux pas accrocher ça. Par contre, dans la relation, en visuel, je me vois en physique dans un magasin. Oui, on pourrait imaginer que s'il y a quelqu'un et qu'il n'y a pas de vendeur qui vient le voir alors qu'il a l'air de chercher un vendeur, on peut appeler. Mais il n'y a pas eu de cas assez héroïste encore aujourd'hui pour pouvoir le créer, Eric. Je suis désolé. Après, on peut en parler un peu plus tard. Patrick, Computer Vision et programmation architecturale ou Master Planning des villes? Oh là, Patrick. Patrick, tu veux me faire mal à la tête, toi, dès le matin là. C'est dur, hein, Patrick. On va se rappeler après, si tu veux. On aura une conversation vers 18h. J'ai le cerveau qui se réveille. Donc, du coup, on pourra en parler après.
François, j'ai vu le reportage de TF1 sur la solution que vous avez développée pour l'après-Covid. Cette solution Computer Vision avec, au bout de la chaîne, la police qui vient vous voir, ça me fait peur et ça dessert l'IA. Ouais, t'as raison. Alors, premièrement, on s'est fait avoir sur le naming parce qu'on a fait comme tous ces gogoles là, on a appelé ça distanciation sociale, mais ça n'a rien à voir avec de la distanciation sociale, c'est de la distanciation physique. François, pour te rassurer, oui, on a envoyé la police municipale, mais la détection vidéo comme ça, il n'y a pas d'assermentation et nous, on refuse éthiquement parlant la verbalisation derrière. Et je te jure que dans les quelques villes où ça a été installé, c'était vraiment l'APM, donc la police municipale, aller sur site, distribuer des masques et conseiller aux gens de s'écarter. Donc je te jure que tu n'as pas à avoir peur sur ça. Par contre, je suis d'accord, hein, ça peut être utilisé et je ne vais pas faire le gogol avec vous tous. Hein, je suis complètement d'accord que ça peut être dérivé à tout un tas de choses. Encore une fois, je veux dire, on a un État qui est en train de légiférer au fur et à mesure, mais vu ce qui se prend dans la tête en ce moment, ça ne va pas forcément très très vite. Et on a des gens comme nous et toutes les boîtes en IA qui peuvent travailler, où on fait appel finalement à notre bon sens et à notre éthique, quoi, en gros, pour pas faire peur. Et François, mon objectif, c'est vraiment d'acculturer. C'est pour ça que je fais ce genre de webinaire, c'est que, en fait, mon plus gros frein, et la question de je sais plus qui, Stéphane Bordas, je crois, de tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui ralentit ou freine l'IA aujourd'hui? Ben, en fait, c'est la peur des gens à cause d'une seule chose, la non-connaissance. C'est-à-dire que si vous savez parfaitement ce qu'est un réseau de neurones, un dataset, comment c'est implémenté et quels sont les freins du monde réel, la vérité, c'est qu'on va tous réussir à ne plus avoir peur au fur et à mesure. Après, moi, j'ai peur des gens qui fabriquent des missiles et qui les envoient sur je sais plus qui et qui tuent plein de gens. J'en ai peur, pourtant ça existe. Donc, du coup, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dérives autour de tout ça. Peut-être que je serai déjà mort pour plus le voir. Mes enfants, peut-être. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans la philosophie, mais je suis assez d'accord. Ça fait flipper. En tout cas, nous, c'est dans de bonnes mains et je ne veux absolument pas que demain, sur de la distanciation physique et de la verbalisation, sinon je le retire tout de suite. Ça, enfin, partout où ça me fait chier, j'ai pas envie que ça fasse chier les autres, en gros. Hein. Enfin, voilà. Donc après, vous faites confiance à mon éthique à moi. Bon courage. Jérôme, quid de la cybersécurité? Les algos peuvent être dupés avec des bruits, les systèmes piratés. De toute façon, on peut tout usurper, hacker, ce que tu veux. Tu vois, on regardait justement pour reconnaître certaines choses. Eh ben, c'est très facilement dupable. Vous connaissez tous les problèmes d'occlusion. Si une personne arrive qu'un derrière et que hop, elle s'arrête là et qu'elle repart dans l'autre sens, ben, il est possible qu'on ne dise pas que ce soit, enfin que ça détecte pas que ce soit la personne qui soit arrivée là. Hop, là on l'a perdu. Oh, une nouvelle personne. Enfin voilà, on peut avoir l'IA dans tous les sens. Et bien évidemment, vous connaissez ces dessins là qui empêchent la reconnaissance faciale. Vous connaissez tout un tas de trucs. Je sais pas si vous avez déjà vu. Moi, ça me fait marrer les gens qui dessinent des rochers sur l'autoroute pour que les bagnoles autonomes, elles pilent. Mais bon, il y a le lidar qui vient compenser de ça. Mais bon, voilà, il y a tout un tas de hacking qui va se faire autour. Et ben, les deepfakes, vous les connaissez ces trucs-là. Moi, j'aurais pu prendre la tête d'Obama là tout de suite et vous faire le même webinaire. Donc c'est ça qui est assez hallucinant. On va voir comment on avance là-dedans. Mais bon, ouais, si ça peut faire peur. Après, moi, je préfère le faire en fait et avancer et essayer d'être acteur de tout ça. Stéphane, devant les développements d'IA dans la ville et l'industrie que vous évoquez, l'IA sera plus créatrice d'emplois ou plus destructrice d'emplois? Alors, prenez vos stylos. Pour être honnête, j'en sais rien. Pour être ambitieux, j'espère que ce sera plus créateur parce qu'il y a plein de choses à faire sur la donnée et il y a plein d'explications métiers pour venir rencarder justement. On n'écrit plus comment fonctionnent les métiers. Il y a plus de. Alors oui, tu as les petits trucs de formation, mais qu'est-ce qu'on va laisser dans 2000 ans? Il n'y aura pas le livre pour être un agent immobilier, le livre pour être un ci, le livre pour être un ça, avec tout d'aggloméré et fait par les États. Moi, je pense que ça serait intelligent de commencer à encyclopédier en fait notre savoir et nos expertises. Et c'est ce qu'on fait pas assez. Et ça, c'est de la donnée. Donc du coup, voilà, c'est l'objectif. Moi, je pense en tout cas, c'est que ça sera créateur d'emplois. Après, de là à être sûr, franchement, j'en sais rien. Je suis un mec positif, donc j'y crois. Je ne sais plus où j'en suis dans les questions. Quelles sont les tâches à automatiser? Sur quelle base vous faites vos analyses d'impact? Sur quelle base, Geneviève, sur quelle base on fait les analyses d'impact? Sur l'utilité finale, en fait.
À quoi ça sert? Mais tu sais, en fait, il y a les API sur le site de la CNIL et on reprend ce qu'il faut faire et puis on le fait avec les deux parties juridiques et on fait sur à quoi ça sert, c'est quoi la finalité, quoi, en gros. Et on envoie ça à la CNIL et donc du coup, après, bah, si c'est refusé, on essaie de changer deux, trois trucs parce que ça marche pas. S'ils nous disent rien, on y va et puis on leur envoie le rapport. On essaye de faire des choses plutôt positivement, en tout cas, et c'est difficile de les avoir parce qu'ils sont blindés en ce moment, il y a plein de sujets, mais on essaye au maximum. William, quelles sont les tâches à automatiser de manière prioritaire partout où l'humain est esclave de la performance? C'est-à-dire que j'ai plein de copains qui pètent les plombs, qui rentrent en burn-out. J'ai fait moi des boulots d'été qui sont horribles. Putain, mettez l'être humain où il y a du sentiment, de la créativité. Arrêtons de mettre l'humain là où il fait une tâche répétitive basique et on ne se sert pas de sa vraie valeur. Donc moi, je pense que tous les endroits où l'être humain ne se sent pas à l'aise, mal, on doit essayer de faire en sorte de l'automatiser le plus rapidement possible, Gilles. Bruno, faire et avancer, mais aussi en tirer profit. Bah ouais, bah oui. Alors, un, j'aime bien la confiture de fraises. Deux, bah, j'aime bien aller en vacances avec mon fils de 3 ans et ma femme. Donc forcément que cette entreprise que j'ai créée, eh ben, elle me rémunère. Ce que je peux te dire de manière concrète, Bruno, c'est que mon entreprise fait 50 000 € de résultats en moyenne depuis 2 ans parce que j'ai décidé de tout réinvestir dans la R&D et j'ai mis j'ai mis plus d'1 million d'euros personnels que j'avais gagnés avant dans cette entreprise. Donc, aujourd'hui, au bout de 4 ans et demi de cette entreprise, je te garantis que j'en ai tiré 0 profit. Au contraire, ça m'a rendu beaucoup moins riche que ce que j'étais il y a 5 ans. Donc, je suis d'accord avec toi. On fait des entreprises parce qu'il faut tirer du profit. Et c'est ce que je dénonce. Mais on est assis sur un jeu et il faut être vraiment con pour ne pas pouvoir jouer avec les règles du jeu. Deuxièmement, fais aussi un peu confiance à des mecs comme moi qui l'argent n'est pas mon moteur parce que j'en ai eu avant et je sais ce que c'est et c'est pas forcément ce après quoi je cours. Et fais confiance aux mecs comme moi pour pouvoir aussi implémenter des technologies de la bonne manière. Quand je dis de la bonne manière, c'est que la profitabilité n'est pas ce qu'on recherche. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, j'ai envie de te répondre, non. Attends, après, ensuite, je continue. Stéphane, nos jeunes diplômés sortent-ils de l'école avec les compétences dont tu as besoin pour délivrer les solutions? Ouais, mais pas assez terrain. En fait, il faudrait... moi, j'aime pas trop l'école. Donc, je vais pas être super positif. Mais pour moi, l'école, elle expertise sur un truc alors que on doit ouvrir sur le monde. Mais bon, ça commence à sortir. Voilà, Stéphane, je vais pas m'étendre là-dessus. Ça commence à sortir petit à petit. En tout cas, on essaie de bosser de près avec les écoles. Et il y a un autre phénomène aussi, c'est que moi, j'essaye en permanence de rapprocher tout le monde scientifique du monde du business, parce que malheureusement, le business, Bruno m'en veut pas, le business, c'est ce qui implémente la théorie dans le réel. Et donc, du coup, j'essaye vraiment de rapprocher la science et le business pour pouvoir faire des choses bien dans la vie de tous les jours, quoi. Arnaud Milem, dédicace Arnaud, complètement barré, j'adore. Ben merci, c'est sympa. Simon, mais si l'on prend ton exemple de caissière, même si c'est des tâches répétitives et que leur métier est sous-payé, sa valeur, c'est justement aussi d'avoir un échange. Ouais, bah oui, Simon, mais on en a déjà parlé, Simon. Moi, quand j'ai fait caissier un été, il y avait une personne sur 20 qui me faisait un sourire et qui me disait bonjour. Et tout le reste, ils sont rien à branler, ils sont dans leur téléphone portable et puis ils sont en train de, à la limite, tu vas pas assez vite, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi, hein, sauf que le problème, c'est nous, c'est toi, c'est moi. C'est le système de performance qui n'est pas adapté, je suis d'accord, et certaines personnes peuvent se dire que le travail peut être répétitif. Je suis d'accord, mais à défaut de modification, eh ben, il y a automatisation. Mais on en reparlera, Simon. Laurent, bonjour Laurent, bonjour. Les solutions 22 sont disponibles sur le cloud ou sur serveur? Ah ouais, bah alors là, on est obligé. En ce moment, on se fait taper sur les doigts, mes amis de Microsoft, de AWS, de OVH et compagnie. On est en train d'essayer de faire le maximum pour porter sur le cloud, bien qu'aujourd'hui, en vision par ordinateur, on n'ait pas eu beaucoup de demandes en cloud parce que c'est lourd et parce qu'on préfère garder la donnée chez soi, souvent en vision. Mais oui, nous, on doit être agnostique. Donc, on a 3 manières de fonctionner via notre plateforme de distribution des algos. Première, c'est le edge computing, donc c'est vraiment au cul du capteur. Deuxième, c'est le local, donc tu as un réseau de capteurs et tu mets un serveur local. Le troisième, c'est le cloud. Voilà. Et on est en train d'essayer de voir les fonctionnements. Et ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, un algo consomme peut-être ça, alors que demain, avec la même qualité, il consommera ça. Donc, ça veut dire que les besoins en puissance de calcul vont forcément baisser. Et ça veut dire aussi
de moins en moins cher, donc peut-être que le cloud est un peu cher pour l'instant, mais va peut-être baisser après. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à dire là-dessus et c'est vraiment un sujet complexe. Donc du coup, on essaye d'être agnostique à l'installation pour pouvoir répondre aux problématiques des clients, carrément. Jérémy Tacax, dédicace mon cousin, tellement passionnant, merci. Geneviève, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre système de distanciation ? Ouais, bah c'est tout con, hein, tu sais, on repère des humains, et puis ensuite, vu qu'on connaît la taille moyenne des humains et puis la taille de l'environnement, on arrive à te dire à combien de distance ils sont. Après, c'est que des règles, hein, c'est toi qui règles. Hein. Nous, on fait ça pour les bagages abandonnés dans les aéroports et dans les gares. Eh ben, on reconnaît tous les bagages, on reconnaît tous les humains. Quand je dis reconnaît l'humain, c'est pas l'identité, hein, c'est un être humain. Et du coup, bah, on lie les deux ensemble. Et s'ils se séparent, au bout d'un certain nombre de temps et de mètres, et ben ça alerte, mais ça c'est toi qui règles derrière ton hyperviseur. Donc du coup, c'est un peu pareil pour les humains, hein. La distanciation, c'est juste un écart. Après, le cas d'utilisation et l'application derrière, honnêtement, on l'a testé sur quelques villes et on les a déjà enlevés, tu vois, donc parce que ça n'a pas pris du tout. Donc il n'y a aucun intérêt de développer ce genre de choses aujourd'hui, sauf si tu trouves un cas d'utilisation qui est utile pour l'être humain. Patrick, connais-tu Carnot Computing? Oh que oui, je connais Carnot Computing qui fait du serveur grâce à la chaleur et grâce à plein de choses. Et d'ailleurs, je connais leur association avec Casino et dédicace à toutes les équipes de Casino. Distanciation physique. Il y a peut-être une faute d'orthographe, mais oui, distanciation physique. Exact, c'est bien. Le webinaire se termine bientôt, c'est le moment de poser vos questions. Ah, bah, il y en a eu pas mal quand même. Donc du coup, d'ailleurs, étant donné le contexte actuel, Simon, tout le monde avec des masques, vous n'avez pas eu d'impact sur l'apprentissage de vos modèles? Ben non, parce qu'on s'en fout du facial, nous. Donc du coup, on s'en fiche un peu. Mais par contre, si, il y a eu pas mal de choses autour de la détection des masques. Pareil, dédicace à mon petit Xavier de Datacalab qui a fait pas mal de choses là-dedans, même si c'est décrié. Xavier a pour objectif de ne pas identifier les personnes et de faire ça a posteriori pour juste remonter des données mathématiques. Donc du coup, on n'est pas dans le « Ah, lui, il n'a pas mis de masque, allez le taper ». Donc non, on n'est pas du tout là-dedans, mais oui, ça a changé 2-3 choses, en effet. Bah, d'ailleurs, tu le vois hein, maintenant, pour payer au Franprix ou quoi que ce soit, bah, tu es obligé d'enlever ton masque pour être reconnu facialement. Donc du coup, ça change 2-3 trucs. Vincent, quid du bilan carbone de l'IA? Ah, j'adore ce sujet, particulièrement quand on regarde l'optimisation et l'apprentissage de modèles. Mais tu as raison, Vincent. D'ailleurs, j'ai une copine qui s'appelle Inès Leonarduzzi, qui a Digital for the Planet, qui est quelqu'un de super brillant, et avec qui on a pour objectif de se rapprocher, là, parce qu'on est en mode scalabilité en ce moment, et donc du coup, l'objectif est de créer justement des mesures dans un temps 1 et ensuite de créer une direction positive. Donc voilà, je vais bosser avec Digital for the Planet, j'espère, avant la fin de l'année. J'aurais bien aimé me rapprocher, mais il y a eu le Covid entre-temps et ça n'a pas été évident. Je regarde juste vite fait ma trame, conclure le webinaire. Bah, non, c'est bon, on est bien. Ça passe vite 1 heure en fait, hein, c'est dingue. Alors, Patrick, qu'est-ce que tu m'envoies dans la tête encore? Utilisation de vos technologies sur le chantier d'un bâtiment. Oui, ça existe. Un retour d'expérience. Oui. Un marché intéressant. Oui. Alors, il y a plein de choses, Patrick, pour les chantiers. Tu as raison de le souligner, parce que c'est un super marché d'ailleurs. Premièrement, tu sais, il y a beaucoup d'accidents et du coup, des fois des morts. De prestataires qui sont souvent malheureusement non déclarés. Et ils ont mis des petits tourniquets à l'entrée des chantiers pour essayer de filtrer un petit peu. Mais le problème des tourniquets, c'est que tu passes le badge aux autres, quoi, en gros. Et tu n'es pas forcément, sûr de qui est sur ton chantier. On a fait déjà des petits SAS, reconnaissance faciale, tu mets à l'entrée du chantier, tu fais de l'enrôlement. Donc, encore une fois, hein, reconnaissance faciale, c'est sous consentement des prestataires de la marque et c'est enrôlement fait que en local et destruction à la fin du besoin d'utilisation. Donc, on t'enrôle, donc tu fais comme ton iPhone et ensuite, tu peux rentrer dans ce SaaS tous les matins, ça regarde qui tu es. S'il n'y a pas d'autres personnes dans le SaaS, si tu as bien mis ton casque, si tu as bien tes gants, si tu as bien tes chaussures de sécurité et ensuite, ça permet de te faire rentrer que des gens autorisés, en gros, c'est ça. Ensuite, sur le chantier, il peut y avoir tout un tas de choses, c'est-à-dire on peut contrôler en temps réel qui utilise quelle machine. On peut contrôler si les gens qui sont en l'air, ils sont bien attachés. On avait eu ce sujet-là aussi. On peut même faire des points mobiles. Vous imaginez un petit drone
qui décolle quand la caméra n'est pas assez sûre d'elle. Oh putain, je crois que la personne au 7e étage, il ne s'est pas attaché. Il est en train de faire la fenêtre, ça craint, mais je ne vois pas bien. Donc, avant d'alerter la Terre entière, est-ce que drone, tu peux décoller? Et là, tu as un drone qui décolle, qui va voir autour de la personne qui est au 7e et qui dit, c'est bon, il est bien attaché, en fait, tu ne l'as pas vu d'en bas. Et hop, ça redescend et ça alerte personne, mais ça a justement fait en sorte de sécuriser le chantier. Et après, il y a tout un tas de choses. J'imagine que Patrick, tu veux parler un peu du BIM et compagnie. Je t'ai vu parler de jumeaux numériques juste au-dessus. Donc, du coup, forcément qu'après, avec le BIM et compagnie, ça peut être une folie, tu vois. Donc, du coup, on peut augmenter toute la construction et faire des trucs de malade. Donc voilà. Après, sur des cas d'utilisation, honnêtement, on peut aller tellement loin. Là, dernièrement, on s'amuse justement à tout ce qui est navigation, donc que ce soit navigation bagnole, bateau, hélicoptère, avion, à finalement repérer des choses qui peuvent être pas repérées ou pas repérables par l'être humain. Je parle souvent, je sais pas moi, mais des mouettes ou quoi que ce soit, ou des oiseaux pour les réacteurs d'avion. Je parle souvent, c'est tout con, mais dans la bagnole autonome de demain, oui, aujourd'hui, on apprend à naviguer parmi une complexité qui est souvent en plus temps réel et hyper inventive. Et les bagnoles, les algos de Tesla, admettons, ben, ils savent peut-être pas que quand il y a un enfant et un ballon sur un trottoir et que le ballon rebondit et est en train et en l'air comme ça, et en l'air là, et qu'il va potentiellement dans 1,5 secondes tomber sur la route et que l'enfant peut sortir justement des trucs et donc que la voiture doit freiner, et ben dans ce cas-là, l'algo de la Tesla ne le sait pas. Peut-être que nous, on reconnaît un ballon, on connaît la dynamique et on est en train de projeter justement la prévision que ça retombe au milieu de la route et que potentiellement quand un ballon est comme ça et qu'un enfant est juste derrière, ben, l'enfant surgit aussi. Donc peut-être qu'on va dire à la Tesla de s'écarter et en fait on est à la recherche de cette espèce de couche d'intelligence au-dessus de la couche fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y aura une couche fonctionnelle dans tout ce qui est implémenté, mais il y a la recherche permanente de cette couche d'intelligence qui permet justement d'avoir besoin de l'humain. C'est l'humain qui fait ça. J'ai un dernier cas d'utilisation magique. Session intéressante, merci William. Ton franc-parler m'a beaucoup fait rire. Ah, c'est sympa. À plus pour des projets vidéo. Salut Amaury. Je lis un peu parce qu'il y a pas mal de questions d'un coup. Ah, le store de l'âme. Ouais, bah oui. Patrick, dans le putain, ça saute, pardon. Dans le computational design et la generative design, la question de l'empreinte carbone de l'IA se pose. Ben oui, carrément. Mais même dans toutes les IA, honnêtement, on fait tourner des fermes de GPU. Des fois, ça souffle pendant 3 jours. Les watts qu'on consomme, je te montrerai ma facture d'électricité, c'est dangereux. Alors, comment compenser cette empreinte carbone des digital twin dans la création architecturale? Ouais, t'as raison, mais je pense que t'es un peu trop en avance. C'est early déjà. Laisse-nous implémenter des trucs qui. Tu vois, là, on est encore au gros mazout et aux bagnoles qui font de la fumée noire, quoi. Et petit à petit, tu vois, c'est le sens de l'histoire, mais c'est dans l'optimisation. Laisse-nous être créatifs sur justement l'ensemble des cas d'utilisation. On avance petit à petit. Et puis, voilà, on l'a dans la tête. Moi, je ne jette pas de papier dehors. Je ne jette pas de plastique dans la poubelle du verre. Donc, je fais attention. J'ai une conscience, j'ai une éthique là-dessus. Donc, fais-moi confiance. Je ferai gaffe à ces choses-là et j'encourage tous mes collègues qui sont potentiellement en ligne à faire comme moi. Vas-tu travailler sur cela avec Inès? Ben ouais, c'est complètement le sens de l'histoire. C'est faire en sorte de travailler avec des gens compétents dans le secteur. Dernier truc que je veux vous dire et pourquoi je crois beaucoup que l'humain est essentiel dans le développement des applications d'intelligence artificielle, je vous prends un truc tout con. Le vol. On est en train d'avoir des projets avec une grande marque française d'électronique qui a plein de magasins. Et je n'ai pas le droit de dire la marque, mais je vous fais une dédicace. Et en fait, pareil, le vol, c'est entre guillemets, on peut avoir deux approches. On peut avoir une approche comme mon ami Benoît Koenig de Vision, V-E-E-S-I-O-N, qui apprend les gestes de vol et qui est hyper performant sur justement la reconnaissance des gestes de vol. Mais aussi, on peut avoir une approche qui est beaucoup plus humaine sur « Ah tiens, là, il y a une personne qui est rentrée, qui a regardé 3 fois les caméras. » C'est bizarre, les personnes, entre guillemets, non voleuses, ne regardent pas forcément les caméras. Ou pas, ce n'est pas une règle. Allez, on met de côté, mais on ne l'oublie pas. Ensuite, il va vers les accessoires qui sont souvent volés et qui coûtent cher. Bon, ok, tiens, ça me réalerte. Ensuite, il va dans un endroit où, bizarrement, il n'y a pas de caméra et il y reste plus d'1 minute. Bon,
C'est bizarre, ça. C'est plutôt pas, c'est atypique. Et ensuite, il part, et d'un coup, il va vers la sortie où il n'y a pas de caisse. Waouh! Ok, bah, contrôle-le, lui, c'est bizarre. Et en fait, c'est de la levée de doute. Donc là, l'IA, elle peut, de manière très constructive, en fait, détection de personnes, suivi de personnes, reconnaissance de produits, reconnaissance de prise de produits, reconnaissance de regard, eye tracking. Tiens, il a regardé 3 fois les caméras. Ah tiens, reconnaissance de zone. Tiens, time dans la zone, c'est-à-dire, ah tiens, il restait plus d'1 minute dans cette zone. Et en fait, par l'empilage d'algorithmes, on arrive à reproduire finalement notre inconscient de réflexion. Et c'est tout bête, mais si je vous envoie un stylo, vous allez l'attraper, vous n'allez pas vous cacher. Pourquoi? Parce que vous connaissez le poids, vous connaissez la dynamique, vous connaissez sa capacité à nuire au stylo, qui est quasi proche de 0. Donc du coup, tout ça, vous l'avez dans votre tête. L'IA, elle peut imiter votre tête, mais elle ne peut pas empiler de manière logique votre réflexion intuitive. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire des métiers et on prend leurs données et on leur demande de nous expliquer les démarches décortiquées, intuitives de leur déroulé, expertise métier, qui, dans la foulée, justement, permettent d'avoir des vrais cas d'utilisation, quoi, et des vrais trucs. Alors, attendez, je reçois pas mal de textos et de trucs. Tu peux terminer le webinaire, là, c'est good. Bah, merci, Étienne. Je réponds 2-3 trucs. Un peu zinzin, William. Merci, Patrick. Bah, on se rencontrera parce que tu m'as posé des bonnes questions et j'ai pas répondu à tout. Génial, William. À bientôt pour un barbecue. Avec plaisir, Sébastien. Merci, William. Avec les beaux jours, attention au flash. Ouais, on va faire gaffe. Merci, passionnant. Bah, écoutez, merci à tous. Moi, j'aime bien transmettre. J'aime bien expliquer aux autres ce qu'on fait parce que, bien évidemment, la peur, c'est ce qui retient tout le monde. Et ce que j'adore faire par-dessus tout, c'est créer et respecter l'humain parce que, croyez-moi, je fais plus confiance en l'humain qu'en la machine et mon ADN est vraiment orienté vers l'humain et je veux de la valeur en l'humain et c'est pour ça que 22 en tout cas a créé toutes ces chartes éthiques, etc. Et j'essaie d'avancer dans les règles et au maximum proche de tout ce que vous avez à nous dire. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous en parler, à remonter des sujets, à essayer de communiquer autour de ça, même si vous voulez que je vienne expliquer, c'est avec grand plaisir. Enfin, voilà, donc merci beaucoup à tous. Je vois, donc le webinaire se termine. Merci à tous d'avoir participé et posé vos questions. Pensez à répondre au sondage. Ouais, mettez une bonne note sur le sondage, s'il vous plaît. Et si vous avez d'autres, n'hésitez pas à contacter 22. Ouais. Ben, merci beaucoup à tous. Je clôture là. J'espère que j'ai essayé de vous donner un maximum de détails. J'ai essayé d'être droit au but, de ne pas tergiverser, de ne pas parler politique ou quoi que ce soit. C'est assez naturel. Et donc, du coup, si vous avez envie d'avancer avec nous, n'hésitez pas à venir nous voir. On est à côté de la Défense à Suresnes. Merci à tous. Excellente journée à tous. Et à très, très vite, j'espère, à vous tous. Au revoir.